Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Bat Reviews consacré à nos lectures Batman, donc par la team Batman Legend. C'est Nico et je suis accompagné de deux autres membres de la team Batman Legend avec Pelli. Bonjour. Bonjour Pelli. Bonjour. Non mais c'est un bonjour solennel, tu as le droit, tu as tout à fait le droit. Bonjour. Mais il y a aussi Siegfried avec nous. Bonjour à tous. Bah écoutez, comme le podcast se nomme Bat Reviews, je vous invite à débuter ces reviews du mois donc de novembre, sorti sur Urban Comics, et on va démarrer avec l'une des seules, on va dire, review lecture vraiment consacrée à Batman, puisque c'est Batman Death Metal, rock'n'roll, le tome 1 qui est publié chez Urban. Ce premier tome donc signé Scott Snyder, James Tynion IV et avec beaucoup d'autres scénaristes pour selon les numéros parce que ça va être un peu compliqué à dire. Il y a aussi du Greg Capullo quand même qui fait une grosse partie des dessins. Mais je vais laisser la parole à Siegfried qui l'a lu et qui va nous en parler peut-être un peu plus précisément que moi. Alors tout à fait, plus précisément, ce volume compile Death Metal 1 à 3. Avec du Dark Knight Death Metal Guidebook et du Dark Knight Legends of the Dark Knight. Donc Death Metal 1 à 3, c'est la vraie suite des événements qu'on a vus dans le Metalverse, Who-Lofsverse, etc. Enfin le Snyderverse avec tous ces petits délires. Donc, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment les délires de Snyder, mais voilà. Donc là, c'est vraiment les trois premiers fascicules. C'est Snyder qui scénarise, c'est Capullo qui dessine. Capullo est pas du tout au top de sa forme, c'est pas mauvais, mais enfin ça reste relativement commun. Mais au moins déjà, on a un seul dessinateur qui dessine les trois fascicules. Et après, enfin, on vous avait déjà expliqué sur les fascicules, les albums précédents, à quel point ça peut être fatigant, qu'on essaie de nous raconter une grosse histoire cosmique, mais en changeant à chaque fois de dessinateur, avec certains qui étaient vraiment inégaux. Là, au moins, on a une certaine égalité de dessin qui permet d'apprécier ça mieux. Et on raconte donc que cette fois la Terre a été vaincue, elle est dominée par le Batman qui rit, qui lui-même travaille sous les ordres de Perpetua, et donc on a Batman qui dans l'ombre essaie de lutter contre cette menace qui a remporté la guerre. Bizarrement, c'est peut-être l'album que j'ai préféré dans cette saga. Il y avait les tout débuts m'avaient intrigué parce que forcément l'arrivée de ce Batman qui rit et les Batman alternatifs qui luttent contre Batman, ça avait quelque chose de sombre et d'assez intéressant. Et ensuite j'avais complètement lâché parce que entre cette inégalité du dessin et l'espèce de menace cosmique incarnée par Perpetua qui est plus forte que les Monitors, qui est le plus ancien super vilain à avoir jamais existé, le plus puissant super vilain à avoir jamais existé. Enfin c'est le même délire de comics qu'on nous resserre tout le temps et on sait que les super-héros vont gagner à la fin. Donc c'était vraiment juste un délire qui se prenait trop au sérieux, qui était pas intéressant. Et là Snyder recommence vraiment à s'amuser et il s'amuse vraiment comme un petit fou et au moins on a ce plaisir d'assister à un délire qui ne se prend pas au sérieux et ça quelque part ça fait du bien. Du coup on a un Plastic Man Batman, on a le T-Rex Batman qui revient en force, on a un Cthulhu Batman, on a vraiment des on a une Batman, hein. On a un 4-4 Batman. Ouais. On a un Docteur 4-4 vivant, un 4-4 vivant, faut le dire, parce que c'est pas juste le 4-4 Batman, c'est pas comme une Batmobile. Oui, bien sûr, c'est le Batman d'un univers qui est un 4-4. On a un Dr Manhattan Batman, enfin on a vraiment ce genre de délire qui au moins ne se prennent pas au sérieux et du coup ça aussi le ressort vers de la médaille, c'est que ça manque clairement de tension. Ça manque clairement de premier degré et si vous étiez vraiment investi dans la guerre contre Perpetua, là il va falloir relâcher un peu parce que on se laisse juste porter par les péripéties au fur et à mesure qu'elles arrivent, mais on ne peut plus du tout s'investir vraiment dedans en tant que spectateur, parce que vraiment on peut nous ressortir n'importe quoi de derrière les fagots, il faut vraiment plus prêter attention à une vraie tension sur l'univers. On se demande un peu comment ils vont s'en sortir et comment ils vont redconner, comment ils vont revenir en arrière, parce qu'on se doute qu'ils vont essayer de trouver une solution qui va faire une nouvelle crise dans l'univers d'ici et revenir à une espèce de statu quo, parce qu'il y a beaucoup trop de personnages qui sont morts et il y a beaucoup trop de choses qui se sont déroulées. C'est beaucoup trop le bordel. C'est ça, donc on peut à la rigueur se poser cette question-là, mais il faut avant tout lire ces comics-là pour apprécier à quel point Snyder peut s'amuser à tout mélanger, à tout mixer un peu à sa sauce. Ça y est, on lui a donné carte blanche, donc il délire. Et de ce point de vue-là, c'est plutôt amusant. Donc avec ces trois premiers fascicules, qui ne sont donc pas une histoire complète, parce qu'évidemment, ça va encore continuer dans au moins deux autres albums, on a un guidebook qui est un recueil plutôt sympa dans l'idée, donc à chaque fois, c'est plusieurs aventures de 3-4 pages qui à chaque fois sont dessinées par un duo d'artistes différents et qui essaie d'expliquer vaguement où on en est, qu'est-ce qui s'est passé juste avant les aventures de Death Metal, donc comment on en est arrivé là. Franchement, les histoires sont tellement courtes que c'est rarement très intéressant. Enfin,
On a juste une toute petite idée qu'on va diluer en 3-4 pages. Il y a rien qui est vraiment prenant, c'est vraiment pas terrible. C'est trop modeste en fait. On se demande presque pourquoi faire appel à une telle galerie de scénaristes et dessinateurs pour faire aussi peu. Et heureusement, on a à la fin Legends of the Dark Knights, qui est beaucoup plus intéressant parce que c'est encore des origin stories de nouveaux Dark Batman. Et ça, quelque part, c'est un des trucs que j'avais préféré dans les délires de Snyder. Ce sont tous ces petits fascicules d'une dizaine de pages qui racontaient à chaque fois comment un nouveau Batman de ce dark multiverse était né. Et donc c'est là qu'on nous explique comment on en arrivait à avoir un Batman, un méchant Batman qui est aussi un Docteur Manhattan, dans un truc scénarisé par Snyder, Tomasi et Williamson. Donc on sent que c'est donc ceux qui dirigent ce Metalverse, donc on sent que c'est vraiment celui qui leur tient à cœur, et effectivement ça va avoir beaucoup d'importance dans la continuité, beaucoup plus que les autres qui sont plus là pour le délire. On a aussi un Robin King avec cette fois un Batman qui en fait est méchant depuis sa plus tendre enfance, qui tue lui-même ses parents, et c'est probablement l'histoire la plus prenante de cet album. C'est scénarisé par Peter G. Tomasi et dessiné par Riley Rossmo, et franchement c'est vraiment très intéressant pour le coup. On a aussi une histoire intrigante où Batman devient Gotham. C'est la personnification du run de Snyder, ça. C'est ça, mais enfin là c'est vraiment littéralement, c'est Gotham est vivant. Le Batman de cet univers, c'est Gotham, qui est une espèce de déménation suite à un rituel vaguement satanique de Batman, dessiné par Francesco Francavilla, ce qui n'aurait rien à faire. Donc on a Batman qui devient un Bat-Truck, donc là c'est juste pour s'amuser. Et on a un truc vraiment très drôle, mais enfin en 3-4 pages c'est vraiment pour s'amuser, scénarisé par Garth Ennis et dessiné par Joel Jones, donc déjà ça intrigue, où Batman, après sa mort physique, clone son esprit dans un nouveau Batman, donc un truc a priori assez physique, sauf qu'il s'est loupé dans ses calculs et que ce clone de Batman est un bébé. Et du coup, on a un petit nourrisson qui dit non, c'est pas possible. Comment est-ce que j'ai pu m'incarner dans ce truc-là? Je suis Batman quand même. Comment est-ce que je vais faire maintenant pour essayer? Enfin, c'est une espèce de truc à la Pickle Rick pour ceux qui ont aimé Rick and Morty, où à partir du moment où un des plus grands génies de l'univers devient un cornichon ou un bébé, qu'est-ce qu'il va faire? Donc là, il y a pas de vraie suite. C'est juste pour le plaisir de voir Batman en bébé. C'est assez drôle. Donc là, au moins, il y a une galerie de petites idées un peu délirantes avec des gens qui s'amusent, des vrais dessinateurs qui font vraiment du bon taf. Donc rien que pour ça vaut le coup. Voilà, dans l'ensemble, enfin, je sais pas trop à qui je le conseillerais, parce que ceux qui avaient vraiment adhéré aux histoires de Perpetua et de Menace Cosmique vont peut-être moins aimer, parce que vraiment, on se prend beaucoup moins au sérieux. Par contre, ceux qui avaient peut-être lâché justement parce que c'était assez mauvais quand même ce qui précédait, enfin du moins de mon point de vue, vont peut-être réapprécier, parce que voilà, il y a cet humour, il y a cette espèce de collection de concepts complètement déjantés. Bon, quelque part, ça a un peu de gueule. Donc c'est inégal parce qu'il y a des histoires qui forcément valent pas grand-chose, mais au moins dans l'ensemble, on s'amuse, quoi. Et ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé sur ce Metalverse. Ouais, tu vois, alors moi je suis déçu d'une truc, c'est que tu as cité le Bat Bébé sans prendre la voix du Bat Bébé. Mais non, mais après plus sérieusement, moi en fait le truc c'est que j'ai ressenti un gros décalage, je pense que je m'attendais à un truc un peu plus sérieux justement. Et quand j'ai attaqué le livre, alors, je l'ai pas lu en entier pour être honnête. J'ai lu que pour l'instant les 3 numéros de Death Metal, le 1 à 3 qui sont la première partie de l'ouvrage. Et effectivement, j'ai eu ce décalage tout le long, c'est-à-dire que je m'attendais un truc un peu plus sérieux et ça part tellement en vrille. Snyder, comme tu le disais, il s'éclate, il part dans ses délires, mais vraiment à fond, quoi. Que des fois, je dis non, mais what the fuck, quoi. Tout le long, tu tournes une page, tu dis mais c'est pas possible. Encore, non, mais il va trop loin, tu vois. Et bon, je dis bon, voilà, pourquoi pas, mais il faut vraiment lâcher sur ça, quoi. J'aimerais bien savoir quand même ce qu'il prend avant de scénariser, avant de faire son scénario. Du Coca-Cola. Coca-Cola frais, avec un glaçon. C'est impressionnant. Et il y a autre chose que je comprends pas, c'est que dans les récits de Justice League, on avait la Doom War avec Perpetua et tout. Moi, je trouve que en vilain, c'était le vilain parfait pour faire un gros event. Et là, on a l'impression, il sort son Death Metal, qui est considéré comme un grand event par rapport à son prédécesseur d'il y a 2 ans. Mais là, au final, on baisse en termes de menaces. Je veux dire, la plus grosse menace qu'on pourrait avoir, ce serait Perpetua, et il l'utilise pas. Je trouve ça un peu bête. Ouais, non, là, il met tout ça au second plan, comme le disait Siegfried, clairement. C'est dommage, parce ça aurait pu être l'inverse, c'est-à-dire que dans Doom War, on met ça au second plan, et pour Death Metal, bam, on balance le gros méchant, et là, ça peut être intéressant, ça peut être génial.
Alors que là, on a juste l'impression que c'est quelqu'un qui est complètement défoncé, qui fait un scénario complètement alambiqué. Après, franchement, je suis assez preneur parce que Perpetua, elle est pas très intéressante. Enfin, c'est oh, je suis la plus forte du monde et je vais conquérir différentes planètes. Bon, on a super le plan Machiavelli. Là, enfin, ce qui est intéressant, c'est que déjà la Justice League, enfin l'équipe de Batman va essayer de s'opposer à une menace qui est un peu plus à sa portée, qui est le Batman qui rit avant de s'attaquer à Perpetua. Donc, on garde Perpetua en backup et surtout qu'on a le Batman qui rit dont on se demande un peu pourquoi il sert Perpetua. Et qui essaie d'accumuler plus de puissance, probablement aussi pour trahir Perpetua. Donc on peut avoir un peu plus de jeu là-dessus, à partir du moment où Batman bat Perpetua, bon, bah, il reste plus grand-chose derrière. Donc je comprends assez la logique, surtout que le Batman qui rit, c'est quand même plus fun. Enfin, si Snyder veut profiter de sa carte blanche, il a plus de choses à faire avec le Batman qui rit qu'avec Perpetua, qui clairement, en un claquement de doigts, peut annihiler la Terre. Donc, En fait, là où je veux mettre le doigt, c'est juste qu'on a l'impression qu'entre les scénaristes de Justice League et entre l'équipe de Justice League et l'équipe qui s'occupe de Death Metal, en fait, on a l'impression des fois qu'il n'y a pas forcément de communication. Enfin, il y a une communication parce que ça englobe un ouais, c'est quand même lié, mais... Et on a l'impression qu'ils ont un peu fait les trucs dans leur... que Snyder a un peu fait son truc dans son coin, en disant, bah, on a la même impression avec le premier Metal, c'est-à-dire il fait un peu son truc dans son coin et bah, il regarde pas forcément les autres séries en disant, bah tiens, attends, on va faire un lien avec ça. Il y a un lien global, mais ça pourrait être un peu plus approfondi. Ouais, après, en même temps, il part tellement loin que c'est compliqué de rester rattaché à la continuité principale. J'ai vu un espèce de dragon Joker bizarre, là. Moi, j'ai abandonné. Alors, par contre, il y a un petit truc à rajouter sur ce Death Metal, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait la remarque sur les réseaux sociaux. Il y a un personnage, en fait, important de l'univers d'ici qui a un changement de statu quo, et tout le monde s'est posé la question comment ça se fait, comment c'est arrivé, parce qu'en fait on nous le pose en plein milieu comme ça, sans explication. Les explications vont arriver en 2021 avec le récit Flash Forward, parce que le récit est sorti en VO, mais il est toujours pas sorti en VF. Donc, oui, c'est annoncé pour 2021, je crois, une espèce de Death Metal, de Speedsters. C'est ça. Donc en fait, on nous place, bon, je vais dire le nom, on nous place en fait le personnage, le Flash de Wally West, qui a un nouveau costume, des nouveaux pouvoirs, voilà. Mais on sait pas encore pourquoi. Ouais. On n'explique pas pourquoi. Et Urban, enfin DC avait mis un petit encart en disant c'est suite à ça, suite à tel événement. Cet événement se passe dans Flash Forward, qui est sorti en VO, mais qui sortira en VF en 2021. Donc pour moi, c'est un petit peu foireux de Urban qui aurait peut-être pu sortir Flash Forward peut-être en même temps que Death Metal. Ouais, après, je connais pas les raisons qui ont fait que ça sort avant, mais... On n'a pas tous les détails, on sait qu'il y a eu des gros soucis avec des problèmes tout ce qui est imprimerie et autres. Il y a eu aussi avec tout simplement le Covid qui fait que voilà, il n'y a pas forcément les sorties comme on veut. Je sais que Urban est en avance par exemple sur certains récits par rapport à de la VO. Donc voilà, il y a eu vraiment tout un chamboulement. Donc en 2021, normalement, il devrait y avoir ce récit. Ça devrait tout remettre dans l'ordre pour ceux qui se posaient les questions. Ok, merci pour cette précision. Puisque tu as eu du mal à accepter Batman Death Metal, peut-être qu'on va pouvoir te vendre notre récit qui concerne Harley et Ivy, puisque c'est le titre du récit, Harley and Ivy. C'est Siegfried qui l'a lu, ou pas, hein, parce que je suis pas sûr que Siegfried ait tant apprécié que ça. C'est pas moi qui va faire compter pour te le vendre, et du coup je regrette vraiment qu'Alexandra soit pas là, parce qu'il me semble qu'elle avait été un peu plus conquise par cet album qui pour moi est juste une catastrophe. Bah, si Siegfried, lâche-toi, vas-y. Alexandra n'a pas pu venir, lâche-toi. Donc Harley Quinn et Poison Ivy, c'est une mini-série en 6 fascicules, donc vraiment une mini-série, c'était prévu d'emblée pour être en 6 fascicules. Donc quand on voit Harley Quinn et Poison Ivy mini-série en 6 fascicules, on se dit bon ben on va confier ça à un duo scénariste, autrice plus dessinatrice, et elles vont pouvoir écrire une histoire compacte. Enfin, l'intérêt d'une mini-série en très peu d'épisodes, c'est quand même de pouvoir raconter une histoire resserrée, assez forte, qui va permettre enfin ensuite d'établir un nouveau statu quo. Et en fait, on croirait juste une succession de pratiquement de fillers. Tellement ce sont des... Enfin, on dirait un peu ce qu'on a aussi dans les Harley Quinn de la continuité. Enfin, c'est juste des histoires un peu délirantes, vraiment pas très intéressantes, avec une espèce de fil rouge. Mais enfin, globalement, les histoires manquent singulièrement de sérieux ou d'intérêt. C'est même pas particulièrement drôle, c'est surtout extrêmement mal dessiné. Mais alors, vraiment, j'ai vraiment pas du tout adhéré. C'est parfois carrément... Qui dessine, déjà ? C'est Adriana Melo. Ok.
les arrière-plans sont simplement bâclés. Enfin, il y a pas moyen de le dire autrement, y compris les personnages en arrière-plan, même Harley ou Poison Ivy quand elles sont au second plan, c'est juste très brouillon. Les premiers plans sont vraiment très rigides. Quand il y a des combats, c'est très statique et on comprend pas du tout où sont les personnages, ce qu'ils font. Enfin, c'est pas du tout localisé. Enfin, moi, j'ai vraiment pas du tout adhéré au dessin et donc le scénario, j'ai vraiment pas trouvé si bien ça non plus. Donc globalement, ça se passe juste après Heroes in Crisis. Donc je rappelle que dans Heroes in Crisis, Poison Ivy mourait puis ressuscité dans un bourgeon. Mais donc on imagine que après être ressuscité d'un bourgeon, elle a du mal à maintenir sa forme humaine et donc Lex Luthor lui envoie en cadeau une gélule qui lui permet de stabiliser sa forme. Donc on sait pas très bien ce que Lex Luthor vient faire là-bas. Juste un point, je sais que tu avais insinué lorsqu'on a commencé à préparer ce podcast, dire que c'était dur de parler de récit sans spoiler la fin. Alors j'espère que tu vas pas spoiler la fin. Non, je spoilerai pas la fin. On n'a pas du tout d'explication sur pourquoi Lex Luthor envoie ça. Ça sera peut-être dans la continuité suivante. Enfin, on sait pas trop. Mais enfin voilà. Du coup, pendant qu'elle essaye de retrouver petit à petit ses pouvoirs, elle doit combattre Floronic Man. Je sais pas comment c'était traduit en VF parce que moi j'avais lu ça en VO, qui revendique le pouvoir sur le verre. Et combat donc Ivy qu'il voit comme une rivale. Et ça a surpris beaucoup de lecteurs parce que généralement le ver ça fait partie de la mythologie de Swamp Thing qui est le gardien du ver nommé par le Parlement des arbres, donc qui est mort entre-temps dans la série Swamp Thing et qui a été remplacé par un Parlement des fleurs. Et donc on se demande pourquoi tout à coup Ivy serait une menace sur le ver alors qu'elle a jamais été particulièrement connectée au ver. Enfin Ivy c'est simplement une humaine qui a des pouvoirs végétaux. Contrairement à Floronic Man ou à Swamp Thing qui sont vraiment des émanations du ver. Donc déjà il y a un petit problème sur le super vilain, on se demande un peu ce qu'il vient faire là. Et ce qu'on attend surtout d'une série qui s'appelle Harley et Ivy, c'est évidemment de voir le couple Harley et Ivy vivre des aventures ensemble. Et franchement, sur les 3/4 de ce qui se passe, elle pourrait être juste copine ou juste être un duo de circonstances, que ça serait exactement pareil. On ne s'arrête pas du tout sur le couple et la relation romantique qu'ils peuvent avoir une avec l'autre, et ça m'a presque un peu choqué en fait. Quel est l'intérêt d'avoir une série qui porte ce nom-là, aussi courte en plus, si on ne développe pas le romantisme sur les deux personnages, si on les voit jamais se poser et juste partager quelque chose de fort ensemble. Et c'est au point que sur les 6 fascicules, on n'a pas un seul baiser entre les deux. Est-ce que ça va pas se développer par la suite après ? Enfin, clairement, on nous dit qu'elles sont en couple. C'est juste qu'on ne veut pas nous montrer le romantisme qui existe entre eux. Et ne même pas nous montrer de baiser entre les deux, c'est à se demander, mais pourquoi est-ce que DC a essayé de créer ce couple gay qui finalement est presque devenu l'un des couples homosexuels les plus importants du comic book, pour ne rien en faire de romantique et ne même pas accorder un baiser au lecteur, ce qui serait vraiment la moindre des choses et le signe minimum d'ouverture à la communauté LGBT qu'il voulait affirmer au début. C'est quelque chose qui me paraît vraiment incompréhensible. C'est pas comme si ça avait qui est prévu ou pas sur ce récit ? Ah pardon, vas-y Pédi. Alors je disais, c'est pas comme si ça avait pas été déjà fait en plus sur d'autres séries. On les voit tout à fait. C'était vraiment même si c'est pas choquant en soi, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas mis effectivement. Beaucoup de lecteurs attendaient vraiment ça d'une série qui porte le nom des deux héroïnes et qui semble vraiment montrer leur couple, donc c'est vraiment ça. Ouais, je suis étonné quand tu me dis ça parce que c'est vrai que je pensais moi aussi que ce serait vraiment la série où elles sont en couple, où effectivement on voit au moins une planche où elles s'embrassent ou quelque chose. Au moins dans le dernier fascicule, on s'attend à ce que ça soit un triomphe à la fin, même si elles sont déjà embrassées, donc finalement ça serait même pas un tel accomplissement que ça, mais enfin au moins quelque chose. Non, pas du tout. Voilà, c'est comme si tu faisisais une série Batman et que Batman ne portait pas son costume. C'est costume. Enfin, d'autant que voilà, là on cristallise vraiment une attente avec ce titre-là qui est curieuse. Et ce qui est encore plus curieux, c'est que le 6e fascicule, donc je ne spoilerai pas, mais tout à coup, lui se prend vraiment au sérieux. Lui est vraiment tout à coup premier degré. Donc après 5 fascicules qui sont complètement délirants et qui ressemblent à ce qu'on a de vraiment pas bon dans l'ongoing Harley Quinn, on a quelque chose et tout à coup on comprend que en fait depuis le début en fait la scénariste avait un cahier des charges qu'on lui avait dit, tiens tu as tes 6 fascicules, par contre il faut que tu amènes la série à un nouveau statu quo concernant Harley et Ivy. Et elle n'établit ce nouveau statu quo que dans le dernier fascicule, où tout à coup, tout ce qu'on a vu précédemment prend un nouveau sens, mais on se demande pourquoi elle est passée par autant de délire, alors que ce qu'elle décrit dans le dernier fascicule aurait pu au moins être le sujet de la deuxième moitié de sa série, voire de l'intégralité de la série, pour donner une certaine densité au tout. Et pourquoi passer par autant de trucs qui n'ont vraiment aucun intérêt et qui sont vraiment légers, pour tout à coup balancer, mais beaucoup trop vite, des choses qui, elles, impliquent vraiment beaucoup plus de choses pour les deux personnages. Donc c'est
vraiment, c'est pas raccord avec la tonalité qu'elle a établie, c'est pas raccord avec les personnages tels qu'elle les a écrits pendant les 5 premiers fascicules. Et voilà, c'est vraiment décevant de traiter si vite ce qui aurait dû constituer au moins la moitié du run. Donc pour un fan de la relation Ivy Harley, ça manque vraiment de finesse dans l'écriture de cette relation. À la fois quand il se passe rien, et à la fois quand on essaye de faire qu'il se passe quelque chose. Bon, bah, au moins, on a un nouveau statu quo à la fin, mais qui est vraiment pas satisfaisant, ni dans la manière dont ça a été fait, ni dans le statu quo en lui-même. C'est vraiment quelque chose une série qui m'a déçu. Même si on n'attendait pas grand chose à la base, on attendait une espèce de minimum syndical, vu ce que le titre pouvait promettre, et j'ai pas du tout eu l'impression qu'on m'ait fourni ce minimum syndical. Ouais, c'est vrai que moi, je l'avais mis dans mon truc, dans ma liste de ce que je pourrais acheter prochainement pour le lire, et finalement, je sais pas trop, on verra. Mais On attendra qu'Alexandra nous en parle on va réellement attendre mieux. la review d'Alexandra qui sera publiée sur le site, pour le coup, et du coup, on pourra confronter les deux idées. Peli, je sais, bon, bah, on a parlé de Death Metal, ça t'a pas plu, on a parlé de Harley and Ivy, ça t'a pas plu. Alors, je te laisse la parole pour nous parler du premier tome de Suicide Squad Renegades. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? C'est mieux ou pas? D'après toi, ça m'a plu ou pas? Je pense que ça t'a plu. Ah oui, certainement. Franchement, ouais, c'était pas mal du tout. C'était pas mal du tout. Donc du coup, Suicide Squad Renegade, c'est une nouvelle série Suicide Squad, bien sûr, scénarisée par Tom Taylor. Alors Tom Taylor, on le connaît sur Earth 2, Injustice, DC's, donc des récits quand même qui ont plutôt pas mal cartonné. Et pour ça, il est accompagné de Bruno Redondo au dessin. Et ça, c'est plutôt pas mal aussi au niveau des. Qu'on avait aussi découvert dans Injustice 2, par exemple. Ça. Ouais, exactement, tout à fait. Du coup, je vais planter un peu le décor de cette nouvelle série Suicide Squad. Donc, on a Amanda Waller qui gère la Suicide Squad, qui quitte son poste et qui est remplacé par un homme façon agent du FBI CIA qui s'appelle Locke et qui est vraiment alors désolé du terme, qui est vraiment un connard sans nom. Du coup. Oh mon dieu, des insultes. Putain, on va passer moins de 18 là. On mettra un bip. Du coup, ce Locke décide d'intégrer à la Suicide Squad d'autres super-héros qui font partie d'une équipe de super-héros un peu contestataires, très dans la mouvance liberté, voilà. Et donc, il va intégrer des nouveaux personnages. Cette intégration de personnages ne se fera pas sans heurts, bien sûr, parce qu'on connaît Tom Taylor et sa capacité à tuer des personnages d'ici sans en avoir rien à faire, on va dire. On a bien vu dans Injustice, dans DC's et dans Earth 2 que il aime bien foutre un peu le bordel dans les chronologies, dans les statu quo plutôt. Et donc là, ça va être le cas parce qu'il va y avoir des victimes, bien sûr, collatérales, que ce soit du côté de l'équipe de super-héros ou du côté de la Suicide Squad. Et donc ces deux équipes vont se mélanger pour former la nouvelle Suicide Squad avec pour mission comme première mission tout du moins, de renverser un gouvernement, donc de mettre un nouveau président dans un pays à la place d'un autre. Donc voilà, enfin bref. Je ne vais pas en dire plus sur le scénario parce qu'après ça va un peu spoiler, mais au fur et à mesure, on apprend tous les rouages. Non, on n'a dit pas de spoil. Pas de spoil. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Au niveau du scénario, c'est assez cool parce qu'on a vraiment envie de connaître cette nouvelle équipe de super-héros, même si au début elle paraît un peu bizarre parce que, par exemple, il y en a un dont les pouvoirs c'est de contrôler les 7 péchés capitaux, ou tout du moins les 6, parce que, je me souviens plus de ce qu'il dit à un moment. Il dit comme quoi il y a un péché capital qui est impossible à représenter. La luxure, oui, c'est. Voilà, il dit comment. Parce que on sait jamais ce qui va résulter quand tu infiles la luxure à quelqu'un. Ça, voilà, du coup, il évite de l'utiliser parce que ça peut donner n'importe quoi. C'est ça, donc il y a des pouvoirs qui sont assez drôles. Donc là, on a aussi quelques petites doses d'humour bien senties, comme là cette histoire avec les péchés capitaux. Dans le dernier chapitre, on a une petite private joke entre Batman et Deathstroke, Deathshot, pardon, qui est plutôt assez drôle aussi. Donc voilà. Donc il y a du Batman. On le voit sur le chapitre. On va sur le dernier chapitre. C'est voilà. Alors par contre, moi, il y a la seule petite chose que je trouve un peu bête, c'est que sur les covers, sur toutes les variantes de covers, sur la cover du comics, on met Harley Quinn en avant, alors que dans l'histoire,
pour moi, elle n'est pas du tout mise en avant. C'est vraiment un personnage. Ouais, ça fait vendre. Et ouais, mais ça, alors vous connaissez mon avis sur Harley Quinn, et ça, je trouve ça complètement débile de faire ça, parce que pour le coup, c'est vraiment Deadshot qui est le personnage mis un peu plus en avant dans ce récit. Harley Quinn, pour moi, elle fait vraiment, elle est dans le récit, on la voit beaucoup, mais elle est vraiment en second plan par rapport à Deadshot. Et je trouve ça un peu bête de, encore une fois, l'utiliser à des fins marketing, de dire tiens, bah, si on la met sur la cover, ça va faire vendre. Ouais, bah tu sais, business is business, hein. Ouais, mais je trouve ça, voilà, il y en a beaucoup qui disent comme quoi, bien souvent, les covers de Urban Comics sont un peu mensongères par rapport au récit quelquefois. On a eu beaucoup le cas sur Doomsday Clock où les gens disaient bah ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans le récit ou d'autres choses. On a eu le cas avec, je crois, avec, je sais plus quel récit où il y a eu un cas comme ça où les gens disaient c'est Léviathan. Léviathan. Ouais. Voilà. Freedom Fighters aussi, oui, voilà. parfois c'est flagrant. Oui. La cover n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans le livre, ou tout du moins elle est prise d'une autre série. Pour Doom War, je crois que la cover avec Lex Luthor, c'est une cover d'Action Comics. Donc voilà. Là, pour le coup, je trouvais que mettre Harley Quinn en avant sur la cover, alors que dans la récit, elle n'est pas tellement en avant, ouais, c'était pas forcément intéressant. Après, sinon, au niveau du scénario, j'ai bien aimé. Je pense que je vais lire le tome 2 quand il sortira, parce que franchement, ça fait du bien de voir une Suicide Squad comme ça change un peu par rapport à ce qu'on avait vu au début de Reverse. Ah bah oui, on y arrive à du positif. Même si Siegfried a été plutôt positif sur Death Metal, mais c'est plutôt toi, Pelli, qui avait pas aimé, et moi non plus, pas des masses. Ouais. Donc, Death Metal, une fois que je serai bien à jour sur Justice League, sur Doom War, sur tout ça, je vais apprécier Death Metal. Je suis même pas sûr, parce que justement, ce que je disais, c'est que ça risque de décevoir quand justement on a pris au sérieux ces histoires de menaces cosmiques, voir que tout à coup Snyder jette tout à vous, enfin se met juste à délirer, ça peut décevoir, mais tu nous donneras ton j'adore pourtant, mais j'avoue que le dessin m'a déçu un peu. Alors, au fur et à mesure des années, les dessins de Greg Capullo me déçoivent un peu, alors que j'étais grand fan vraiment. Ouais, c'est vrai que je trouve qu'il est un peu en deçà de ce qu'on avait trouvé dans son run Batman avec Snyder à l'époque, de New 52 par exemple. Mais bon. New 52 avec Snyder. Même la Snyder on Earth, c'était vraiment bien dessiné, enfin c'était imaginatif, alors que là ça manquait un peu. Ouais. Bon, là on revient en arrière les gars, donc on va revenir dans le futur. Est-ce que Siegfried, tu veux rajouter quelque chose sur Suicide Squad oui, surtout que j'ai tellement de bien dans cette émission, je veux quand même dire que j'ai bien aimé Suicide Squad Renegade bien aimé, oh là 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 là, et le recommander à mon tour. Bon, déjà parce que tout est dessiné par Bruno Redondo, à part un fascicule je crois qui est dessiné par Daniel Sampere, mais qui a un style assez proche de Redondo, donc ça choque pas et ça fait plaisir parce que Tom Taylor il est pas toujours dessiné par des très grands dessinateurs, enfin se souvient d'Injustice et bon on en reparlera, mais Mike S. Miller ou Jeremy Rapax, c'est pas du très grand dessin et c'était parfois ce qui pouvait plomber un truc comme Injustice. Et là, au moins on a un dessin qui est assez solide, quoi, c'est pas épatant à chaque planche, mais c'est vraiment assez solide. Et on a ce plaisir qu'on retrouve quand on lit du Suicide Squad d'avoir une équipe qui est complètement improbable. Deadshot dit même à un moment c'est la pire Suicide Squad jamais réunie. D'autant que, enfin, comme lui disait Pelli, ce qui est intéressant, c'est que dans le premier fascicule, on a Waller envoie la Suicide Squad combattre des espèces de terroristes qui sont quand même des super-héros, enfin voilà, des personnages un peu troubles, donc ils en tuent quelques-uns. Cette équipe de pseudo-justiciers tue aussi quelques membres de la Suicide Squad, mais ensuite le remplaçant de Waller force les deux équipes à coopérer et à devenir une nouvelle Suicide Squad, ce qui fait qu'évidemment il y a des étincelles entre les deux parce que chacun a tué des membres de l'autre et ça donne lieu à des choses plutôt intéressantes parce que déjà c'est une Suicide Squad, donc déjà composée de méchants qui ne peuvent pas bien travailler ensemble par définition, mais en plus quand ils se sont tués les uns les autres et qu'il y a des logiques d'équipe qui rentrent en jeu, ça devient encore plus délirant. Et Tom Taylor parvient même à ajouter un second fil rouge avec cette idée que bon, peut-être que le remplacement de Waller travaille pas tout à fait pour le gouvernement et peut-être qu'en fait il travaille plutôt pour des intérêts privés que pour le gouvernement, donc ça serait encore plus trouble que ce qu'il pensait faire à la base. Et du coup ça ajoute des choses qui sont intrigantes alors qu'on pensait être juste face à un pur comic Suicide Squad, un pur truc de délire avec Harley Quinn et d'autres qui tabassent dans tous les sens. Enfin, c'est plus intéressant que ce que ça aurait pu être. Et c'est ce qui fait plaisir avec Tom Taylor finalement, c'est qu'on le lit aussi pour ça. On sait que même quand on va lui confier des choses qui sont a priori du pur divertissement, ça va être un peu plus dense que ça.
Et on retrouve cette capacité qu'on adore chez Taylor à écrire énormément de personnages à la fois et pourtant à donner de la personnalité à tout le monde. Enfin, on a quand même plein de personnages dans la vieille Suicide Squad, plein de personnages originaux qu'il crée pour l'occasion, et chacun d'entre eux est doté quand même de son petit truc qui fait qu'en bout de quelques pages, on les reconnaît tous assez vite. Et ça, c'est quand même vraiment très fort. Enfin, quand on voit le nombre de scénaristes qui ne parviennent pas à faire vivre six personnages sans en laisser la moitié sur le bas-côté, c'est quand même assez impressionnant. Et Tom Taylor y arrive à chaque fois. Ça reste quand même une série plus light que DC's ou Injustice. C'est moins dense humainement, c'est moins émouvant. C'est du Tom Taylor qui est plus léger. Enfin voilà, c'est pas du grand Tom Taylor, mais c'est vrai du Tom Taylor qui est vraiment très divertissant où il fait ce qu'il sait faire de mieux et ça marche vraiment bien. Ok, mais justement, on va rester avec du Tom Taylor et on va revenir un peu dans le passé puisqu'il y a eu une intégrale tome 1 de Injustice et qui reprend donc la première année de l'ère Injustice, qui s'était découpée en 5 années pour rappel. Garde la parole, Siegfried, vas-y, qu'est-ce que tu peux nous en dire rapidement, parce que bon, Justice, on l'a déjà traité à de nombreuses reprises, mais sur l'intégrale, oui, voilà, il y a des mots, voilà. Bon, c'est une réédition de réédition, donc on va pas en parler trop longtemps. Donc là, en l'occurrence, ça compile les fascicules 1-12 plus l'annuel 1, c'est-à-dire les deux volumes les deux premiers volumes déjà édités par Urban qui sont compilés en un seul, d'où le titre d'intégrale. Bon, c'est une bonne occasion d'avoir plus de pages pour un petit peu moins cher. Injustice, de toute façon, vous connaissez, à la base, c'était un jeu vidéo un jeu vidéo particulièrement fascinant d'un point de vue scénaristique parce qu'on y incarnait un Batman qui devait lutter contre Superman qui avait pris le pouvoir sur le monde et qui était c'était assez étonnant comme parti pris pour un simple jeu vidéo, alors que d'habitude dans les jeux vidéo à franchise on a quand même l'habitude d'un scénario hyper light avec Darkseid va conquérir l'univers, réunissons des héros pour combattre Darkseid. Et là il y avait vraiment quelque chose qui était assez fort, qui justifiait des combats de héros contre héros, et il y avait énormément de cinématiques qui toutes racontaient vraiment quelque chose d'assez intéressant. Et du coup, ce que je trouvais qui était fort, c'est la capacité qu'avait le jeu à présenter, à équilibrer les forces, on va dire, en tout cas à rendre les combats crédibles comparé à ce qu'on peut s'attendre quand on a des héros avec de nombreuses capacités différentes, etc. Oui, malgré tout, c'était cohérent, quoi. Ouais, on sentait que ça avait vraiment été pensé par des gens qui aimaient le comics, en plus d'être conçu par ceux qui ont fait les derniers Mortal Kombat, donc il y avait à la fois une qualité scénaristique et une certaine qualité de gameplay qui pouvait du coup plaire même à des gens qui n'aimaient pas forcément les versus fighting. Et du coup, DC Comics avait fait un préquel à ce jeu vidéo qui était Injustice. Et c'est assez surprenant aussi parce que on a 5 années, donc on a je sais plus combien de volumes ça fait, mais enfin ça fait quand même un joli paquet de comics, tout ça pour raconter seulement un préquel à une situation qu'on connaît déjà, puisqu'on sait que après ce cycle Injustice, on va arriver simplement à ce qui est raconté dans le jeu vidéo, c'est-à-dire Batman qui essaye d'abattre Superman au pouvoir. Donc on sait déjà où on va arriver, et pourtant ce comic ça a été un succès de librairie assez formidable. Et c'est là que beaucoup ont découvert Tom Taylor. Enfin, c'est là que moi j'avais découvert Tom Taylor, et c'est vrai qu'il était extrêmement impressionnant parce qu'il fallait réussir à rendre crédible comment Superman, qui est le Superman qu'on connaît, devient de plus en plus violent et de plus en plus psychopathe au fur et à mesure qu'il décide que il y en a marre, il faut prendre le pouvoir, il faut tuer les super vilains, il faut bannir tout ce qui peut représenter un contre-pouvoir pour que enfin on ait un monde en paix, quitte à devenir tyrannique et quitte à utiliser ses pouvoirs pour faire le mal, mais en vue d'un plus grand bien. Évidemment, Batman qui s'oppose à ça parce que Batman estime qu'il faut laisser les gens libres et que les gens feront mieux en étant libres. Enfin, ça pose vraiment des questions intéressantes. C'est aussi pour ça que c'est un des comics que j'ai choisi pour ma thèse, un des comics qui m'a motivé à écrire ma thèse, qui porte exactement sur ce sujet-là. Pourquoi comment est-ce qu'on essaie de réfléchir à la relation entre le citoyen et la démocratie par des super-héros, par des comics où on a des super-héros qui sont omnipotents, et c'est exactement le cas là. Pourquoi est-ce que Superman serait un super-vilain alors que c'est le Superman qu'on connaît et que tout ce qu'il veut faire c'est le plus grand bien, et que on peut tous admettre que parfois pour faire le plus grand bien, il faut casser des œufs, parce que ce que fait Batman depuis des années, manifestement ça marche pas. Enfin, il y a un moment où il faut quand même admettre que on n'aurait plus d'aventure de Batman sinon. Oui, voilà. Mais ça a ouvert d'autres voies, comme par exemple des séries comme The Boys qui traitent aussi de ce sujet-là, de dire si on donne le pouvoir aux super-héros, est-ce que pour faire la paix, au final, il faut pas, comme tu dis, casser des œufs, de se dire allez, si on ne devrait pas tuer une centaine de personnes pour que des millions de personnes vivent en paix, ou des choses comme ça. D'autant que là l'événement qui déclenche tout ça, c'est quand même le Joker qui tue Lois Lane enceinte et qui rase Metropolis. Donc c'est pas anodin, et on peut comprendre que Superman bascule. Et donc toute la question, et que je trouve absolument fascinante, c'est à partir de quel moment est-ce que chaque lecteur va estimer que Superman devient un super vilain? Parce que
qu'il tue un ou deux super vilains quand il y a un moment, il est vraiment énervé parce que Metropolis vient d'être détruite avec Lois Lane, ben, ça peut quand même se comprendre. Qu'il essaie de prendre le pouvoir pour essayer d'instaurer une politique plus sécuritaire, ça peut quand même se comprendre, et finalement il faisait ça dans Kingdom Come aussi, on estimait quand même que dans Kingdom Come ça reste un super-héros. Donc à partir de quel moment est-ce qu'on estime qu'il y a une bascule? Et bon, bah, c'est un comic qui n'arrête pas d'interroger cette frontière. À partir du moment où Batman ne s'oppose pas à lui, ça va. Oui, tout à fait. Bon, bah, je t'ai dit, je crois que c'est au moment où Green Arrow meurt, je crois que c'est à ce moment-là que je me suis dit, ouais, voilà, c'est bon. Il y a un moment où il commence à tuer des super-héros, et là, c'est vraiment, ça commence à aller trop loin, mais ça voilà. dégénère. Parfois, on peut essayer de voir le déclic un peu plus tôt. Enfin, c'était vraiment une des questions intéressantes, et ce comic c'est vraiment très très long, Gotham, enfin Justice, les deux parmi nous, aussi parce que Tom Taylor essaie de mobiliser l'intégralité du DCverse dans cette guerre-là. Donc à un moment on va voir les Olympiens, à un moment on va voir les Green Lantern, à un moment on va voir John Constantine et tout ce qui va devenir plus tard la Justice League Dark. Enfin, on a vraiment énormément de rosters différents et d'univers qu'on n'aurait pas cru voir aussi bien géré, aussi bien écrit dans ce qui à la base est essentiellement un conflit hors continuité entre Superman et Batman. Et donc c'est vraiment intéressant parce que chaque année va impliquer des nouvelles équipes qu'on s'attendait vraiment pas du tout à voir et qui vont vraiment à chaque fois remodeler le conflit tel qu'on le voyait, ce qui en fait vraiment une série qui est fondamentale, même si, comme je l'ai dit, elle est vraiment assez décevante du point de vue du dessin. C'est probablement aussi parce que il y a vraiment beaucoup de dessinateurs différents, plus avec de la qualité qui est très variable. Oui, ça reste souvent Mike S. Miller et Jeremy Rapak, mais aussi énormément d'autres, parce que forcément, avec tout ce qu'il fallait publier, ben, il fallait alterner pour que tout le monde puisse produire quelque chose. Mais on sent aussi que c'était un pari plutôt risqué pour DC à la base, et que du coup, ils n'allaient pas le confier à un grand scénariste, à un grand dessinateur. Donc Tom Taylor a vraiment fait ses armes là-dessus, il a montré ses qualités, mais on n'a pas voulu non plus impliquer, du Alex Ross ou du Capullo dessus, et ça a été confié à des dessinateurs qui n'étaient pas forcément à la hauteur de la tâche, et c'est dommage parce que le comics a quelque chose d'assez culte, mais ces dessinateurs vraiment très inégaux font que ça n'est pas non plus un chef-d'œuvre de bout en bout à cause de cette inégalité du dessin et globalement de ce dessin qui est quand même très moyen, voire un peu moins que moyen. Après quand même, moi je voudrais quand même remettre un titre à ce comics. C'est quand même le titre de la mort la plus con du monde des comics. Je crois que c'est dans Injustice, c'est la première année, hein, cette mort de. Ouais. Quand même, c'est la mort la plus con de toute l'histoire des comics. Dire quand même, c'est assez. Sans dévoiler qui meurt comme ça, mais il y a quand même un héros qui meurt donc en chutant et en se cognant la tête contre une pierre. Voilà. C'est méchant parce que bon. C'est du Tom Taylor, il aime bien faire des trucs un peu drôles. On va dire que bon, on s'attend à un truc quand même assez épique et puis là on a ça, voilà, c'est un peu. Non mais par contre, je voudrais juste dire au niveau des rééditions. À un moment, va falloir arrêter de rééditer les mêmes comics. Parce que... Ouais, mais après, c'est toujours pareil. Moi, je pense que c'est aussi... en fait, il y a deux trucs. C'est que pour nous, c'est sûr que nous, on s'en fout parce qu'on les a déjà lus dès leur sortie. Mais il y a des gens qui attaquent le comics maintenant. Et il y a certaines séries qui sont introuvables, par exemple. Un type de réédition, là. Injustice, je sais pas. Après, c'est toujours pareil. Le truc, c'est que il doit avoir une demande. Je pense que si Urban le réédite, c'est qu'il y a une demande et voilà. Après, peut-être qu'on pourra leur poser la question un jour en direct, hein, mais. En tout cas, voilà, c'est une belle occasion de redécouvrir un comics qui a vraiment fait découvrir un grand scénariste et qui est un bon comics. Découvrir pour ceux qui n'ont pas encore lu Injustice. Je pense que c'est même plutôt eux qui sont visés. Ce que je comprends pas, c'est que Urban réédite Injustice, mais par exemple à côté, il n'édite pas certaines séries qui mériteraient d'être éditées en VF. Ça arrivera peut-être, je sais pas. Ouais, après bon, c'est toujours pareil. Typiquement la série Titans Readers, pour moi, elle mériterait d'être mise en VF, en album. Elle était sortie dans les kiosques. Elle mériterait d'être en album, tout comme les Teen Titans. Et au lieu de ça, on a droit à des rééditions d'Injustice, à je ne sais combien de rééditions de Watchmen. Ouais, à un moment. Ouais, mais il faut aussi que l'éditeur se base sur des choses dont il est sûr que ça va lui rapporter de l'argent pour ensuite mettre en branle des projets qui sont plus risqués et qui risquent de pas se vendre. Donc je comprends aussi que de temps en temps il ait besoin de valeurs sûres parce que faut faire rentrer de l'argent. Pour Watchmen, je peux le comprendre. C'était une édition anniversaire là, il me semble. Il y avait pas un anniversaire. Je sais plus. Oui, il y a eu une version anniversaire. Je sais pas si c'est la dernière, mais. Oh, il y a eu tout de toute façon. Ouais, il y a eu plein de versions. Il y avait News des clubs, donc au final ça servait de refaire une édition de Watchmen. Mais là, pour Injustice, je comprends pas
même si ça reste un très bon comics, effectivement, comme dit Siegfried, c'est un très bon comics qu'il faut avoir forcément, pas forcément, enfin, qu'il faut lire parce que c'est très intéressant, surtout si on aime le jeu vidéo et qu'on y a joué. Voilà, mais je vois pas l'intérêt de. Ouais, après, ouais, c'est souvent ces débats, c'est des débats qui peuvent durer longtemps. On peut, je pense que voilà, un jour, si on a l'occasion de pouvoir discuter directement avec Urban, Si vous nous entendez, nous vous invitons dans un podcast pour parler. Vous êtes les bienvenus dans un Bat Talk pour parler de Urban Comics et la publication des séries Batman. Mais effectivement, je pense qu'on a fait le tour en point de justice, il n'y a pas grand chose à rajouter. On va terminer par un petit topo. Justement, on parle des éditions, on parle d'Urban Comics, et Urban Comics s'est lancé dans les éditions de luxe, avec notamment 3 premiers volumes qui représentent Batman Last Night on Earth, Doomsday Clock, et j'ai perdu le troisième, j'ai plus en tête. Curse of the White Knight. Voilà, exactement. Du coup, 3 choix sur des valeurs sûres, on va dire, en termes éditorial, allant de 49 à 69 € pour chaque édition. Donc c'est vraiment des éditions de luxe avec des grands formats, avec une cover bien soignée. Moi, des échos que j'ai vus, parce que je me les suis pas procurés. Je suis resté sur les éditions classiques, mais des échos que j'ai eu de ceux qui les ont récupérés. Bon, bien sûr, ça sans rien de plus pour les collectionneurs hardcore de comics. Ils ont l'air satisfaits. Je sais pas vous de votre côté les échos que vous en avez eu, mais moi tous ceux que j'ai vus qui ont déballé leur numéro leur ouvrage édition de luxe ont été super contents de la qualité du travail qui a été fait par Urban, malgré un prix quand même assez important. Oui, beaucoup étaient quand même déçus que pour ce prix-là, on ait accès à aucun bonus. Mais Ouais, c'est vrai que avoir un peu plus de bonus, croquis, peut-être une interview des auteurs à la fin, rien qu'un petit truc, mais quelques pages, mais avoir un tout petit contenu additionnel pour un prix pareil, ça aurait été pas trop mal. Mais bon, c'est vrai qu'au final, là, le prix, c'est vraiment pour l'objet, quoi, pour les covers qui sont sublimes. Le côté, sur le côté, je crois que c'est un peu comme de tissu, comme Carbone and Silicium chez Ankama. Ouais, c'est quoi? C'est un peu en filigrane, non? Un truc comme ça? Oui, c'est dans le même genre, donc ça reste de très belles éditions, mais c'est vrai que pour le prix, ouais, ajoute quelques bonus quand même. C'est pas, ouais, comme disait Siegfried, une interview du dessinateur ou du scénariste, peut-être quelques planches originales ou des choses dans le genre, je sais pas, des petits trucs qui, voilà. Après, le récit reste le même à l'intérieur. Oui, après ça reste exactement le même. C'est des très belles éditions, effectivement dans la bibliothèque ça claque, c'est génial, mais elles ont eu leur public d'ailleurs, donc bon, Urban a eu raison de le faire. Ça aurait peut-être un peu plus généreux dans le contenu, mais bon, ça a marché, ça a eu son public, ça a touché sa niche, qu'on n'est peut-être pas exactement la bonne niche, mais c'est vrai que ceux qui ont ça vont vraiment être ravis de les montrer. Et on a vu un florilège de photos, parce que effectivement tous les gens qui avaient mis la main au portefeuille sont absolument conquis par la beauté de l'album. Donc éditorialement, c'est vraiment une réussite. Je pense que c'est une bonne conclusion, Siegfried. Sur ce, je vous demande pas qu'est-ce que vous allez lire le mois prochain, parce que le mois prochain, le mois de décembre, il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien du tout, si ce n'est un Batman bimestriel numéro 7 qui sort tout seul, le pauvre, qui est sorti le 4 décembre dernier, qui contient quelques numéros de la série Batman de Tom King, quelques numéros de Detective Comics, et comme vous le savez, dans les Batman bimestriels, c'est aussi consacré à un récit complet qui a droit à sa publication. Et ici, c'est Batman and the Outsiders, donc les 6 premiers numéros. Je sais pas si c'est la série complète, si une mini-série en 6 numéros ou s'il y aura une suite. Je sais pas, Siegfried, toi qui lis un peu de VO, si tu l'as lu, ou Peli peut-être. Non, j'ai pas encore lu Batman and the... J'en ai entendu beaucoup de bien, mais j'ai pas encore lu. Ok, donc ouais, t'as entendu du bien, parce que moi je sais pas du tout ce que ça vaut. Par exemple, je sais pas trop si ça vaut le coup du coup d'investir dans le Batman bimestriel, ne serait-ce que pour découvrir cette série. L'occasion d'avoir les derniers Batman de Tom King pour un prix plutôt intéressant, et ça peut être pas mal. Pour certaines personnes, du genre par exemple, je sais que Aliénor, elle collectionne uniquement les kiosques, donc ça c'est pas mal pour ceux qui veulent uniquement le kiosque. Parce qu'on parlait quand même de la mort du kiosque, donc au moins ça revient. Non, c'est très bien, ça. Après, par contre, ça fait un sacré pavé, hein.
c'est un beau bébé. Mais c'est bien. Ouais, 336 pages, hein, ça fait en tout. Oui, c'est très bien. Voilà, pour 12,90€, c'est vrai que ça vaut. C'est pas mal. Et c'est le début de la série seulement, Batman and the Outsiders, qui compte 17 fascicules pour l'instant. Ok. Bon, ben voilà. On a la réponse. Écoutez, sur ce, on va clore ce podcast. Merci Pelli, merci Siegfried pour votre présence sur ce podcast. Merci à toi. Également à tous ceux qui ont eu le courage de nous écouter jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous donner vous aussi vos avis, que ce soit sur les commentaires de la vidéo YouTube ou sur les réseaux sociaux ou sur l'article en ligne. Vous avez tous les moyens de nous communiquer vos avis sur les lectures du mois. On se donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau Bat Talk qui viendra conclure la fin d'année 2020. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao. À bientôt. Ciao.